C'est pas évident de comprendre tous les enjeux qu'on a dans le chapitre 402 de Hunter x Hunter et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo non pas pour vous expliquer les événements que tu vas avoir dans le chapitre, mais surtout pour vous donner du contexte et toutes les clés narratives pour comprendre un petit peu les enjeux derrière chacun des choix des personnages. Parce qu'aujourd'hui, c'est une structure qui a été créée depuis plus de 5 ou 6 tomes, la guerre de succession, que je trouve particulièrement intéressante et qui résonne aujourd'hui dans chacune des cases, des bulles, écrite directement par Yoshiro Togashi pour nous raconter son histoire. Et c'est important d'avoir le contexte pour comprendre les enjeux de cette guerre de succession qui ne sont pas des enjeux de puissance mais qui sont une guerre d'information pour pouvoir prendre un petit peu l'avantage sur ses adversaires et finalement arriver à son but, à ses objectifs. L'intégralité des objectifs de tous les personnages vont être expliqués minutieusement dans cette vidéo et le but c'est vous donner l'intégralité des clés pour que comme moi vous puissiez kiffer un petit peu ce que le meilleur auteur de manga est en train de nous pondre. Très certainement l'arc le plus ambitieux et le plus intéressant, je dirais pas tout manga confondu mais toute œuvre confondue. On va voir ensemble quelles sont la stratégie de Senretsu, la stratégie de Kurapika. À la fin de la vidéo, je vous ferai même une théorie sur le réel objectif de la guerre de succession. Et tout le long, je vous donnerai des informations que j'ai sur l'intégralité des tomes que j'ai lus. Pour juste vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Est-ce que vous saviez que Bill, qui est le meilleur pote de Kurapika, est en fait un soldat de Pariston et qu'il a un plan secret et avec Pariston et avec Billonnetero pour se sauver du bateau? Vous le saviez pas, en regardant cette vidéo, vous allez apprendre tout un tas de choses que Yoshiro Togashi a parsemées ici et là dans son œuvre. Par exemple, dans le Zodiac, il y a un traître, c'est Seiyu, qui travaille déjà pour Billonnetero. Donc il n'a pas seulement infiltré la guerre de succession, il a aussi infiltré le Zodiac. À la fin, je vous donnerai également, et c'est pour ça que c'est important que vous ayez tous les éléments en tête, une stratégie de sortie pour Kurapika pour qu'il puisse mettre fin à cette guerre de succession. Bienvenue dans cette vidéo Hunter x Hunter les amis. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir les notifications dès que je sors une vidéo, à me donner votre avis en commentaire pendant la vidéo ou à la fin, si vous avez apprécié, si vous avez compris des choses supplémentaires suite à cette vidéo, et bien sûr à mettre un pouce bleu pour pouvoir un petit peu permettre au maximum de personnes qui lisent Hunter x Hunter d'avoir tous les éléments clés. Tous les éléments clés qui font que je ne pense pas qu'il y ait un arc sur le Dark Continent, tellement cet arc est intéressant. Tous les éléments qui font qu'on n'aura pas de retour de Gon pendant le Blackwell, tellement les éléments sont intéressants, on a tout sous les yeux. Ça sert à rien de regarder le prochain arc ou des personnages qui n'en sont pas. On est vraiment dans le point culminant de l'arc le plus intéressant. Le premier point qui est hyper important pour commencer cette guerre de succession, et ça personne n'en parle, c'est deux conditions pour bien comprendre l'arc en cours. La première, c'est comprendre les règles. On est dans une guerre de succession où il est interdit de tuer. Tu ne peux pas tuer un prince, que tu sois soldat, que tu sois une reine, que tu sois un prince. Tu ne peux pas tuer un autre prince. Et donc, pour appliquer cette règle, eh bien, il y a deux facteurs. Un facteur qui est plutôt spirituel, les bêtes de naine, elles empêchent les attaques extérieures, elles protègent les princes, mais l'homme a aussi mis un système en place pour protéger les princes et ce système va s'appuyer sur trois piliers que tu ne pourras pas bousculer, trois piliers qui sont fermes, trois piliers qui maintiennent cette guerre de succession que sont les militaires, la justice et les renseignements. Ce sont trois corps indépendants dans cette guerre de succession et qui existent pour qu'elle se déroule dans la meilleure des manières. La guerre de succession a une seule règle, il doit rester un seul survivant, mais il est interdit de tuer. Mais comme on est dans Hunter x Hunter et qu'on est avec des hommes, eh bien ces règles qui sont infaillibles ont des failles. Et la première nous a été révélée dès le premier tome. La première faille, c'est Benjamin. Benjamin est privilégié dans cette guerre de succession parce qu'il a la main mise sur les militaires.
et il s'en sert depuis le premier chapitre du premier tome de la guerre de succession. Il dit à chacun de ses gardes que vous avez le droit de légitime défense, c'est-à-dire que selon l'ordre humain dans la guerre de succession, le bon dire d'un soldat de Benjamin vaut plus que la parole que n'importe qui d'autre, mis à part un prince. Donc, si jamais un des princes de Benjamin est dans une mauvaise situation, il a le droit de tuer légalement dans cette guerre de succession. Et ça, c'est très important, et on en parle dans ce chapitre. Benjamin peut, à un moment donné, déclarer la loi martiale. Il peut le faire s'il considère que la nation est en danger. La loi martiale, par définition, c'est de réunir l'intégralité des pouvoirs sous le joug de l'armée. Autrement dit, dans la guerre de succession, Benjamin pourra contrôler et les militaires, et le tribunal, et les renseignements. Autrement dit, pourra faire ce qu'il veut dans cette guerre de succession, accuser qui veut et mettre n'importe qui en tôle pour pouvoir massacrer ses 13 autres frères et sœurs. Il ne le fait pas encore, mais il l'annonce directement dans ce chapitre et on interprète ça comme une erreur parce qu'il a été bouleversé par le contenu de la lettre. On viendra bien sûr en fin de vidéo sur le contenu de la lettre qui risque d'être une véritable bombe dans l'univers de Hunter x Hunter. Mais d'ailleurs, Benjamin a déjà utilisé son droit puisque suite à l'attaque du 14e prince, il a imposé chacun de ses gardes dans chacune des salles des 14 princes de la guerre de succession. Benjamin est une personne qui a réussi à rentrer dans la faille de cette organisation militaire, justice, information, et grâce à ça, il a un ascendant sur cette guerre de succession. Il y a deux autres pouvoirs, la justice, on a déjà vu le juge dans Hunter x Hunter, qui est capable, si on lui donne des éléments, eh bien, d'emprisonner des personnes. Si jamais des personnes ne respectent pas les règles de la guerre de succession, elles peuvent être jugées et directement enfermées. Ça a été le cas de Camélia, ça a été le cas aussi d'autres personnages, on va en revenir dans cette vidéo parce que vous avez oublié où est Haruken par exemple, mais on va en parler directement dans cette vidéo. Pour l'instant, la justice n'a montré aucune faille, aucune préférence dans cette guerre de succession. Le troisième pouvoir, c'est ceux qui sont capables d'enquêter. Ce sont des gens face à une accusation qui vont venir directement dans les différentes chambres des princes et qui vont mener des enquêtes pour avoir des informations. C'est suite à ces enquêtes-là qui vont amener des personnes devant le juge et le juge aura la capacité d'émettre une décision. Jusqu'aujourd'hui, ce pôle, le pôle information, était infaillible. Mais dans ce chapitre, on découvre qu'il y a une faille et que Senritsu a réussi à avoir les faveurs de la personne qui dirige le cabinet d'information. Senritsu a un pouvoir dans cette guerre de succession qui n'a aucune mesure, mis à part le pouvoir de Benjamin. Ils ne sont que deux dans cette guerre de succession à avoir l'aide d'une des trois structures qui doit garantir les lois de la guerre de succession. Et ce pas-là est un pas de géant et tu dois absolument le comprendre pour comprendre tous les enjeux qui sont en train de se dérouler dans ce chapitre. Donc c'était hyper intéressant que tu connaisses sur le bout des doigts ces trois pouvoirs. Le pouvoir militaire, Benjamin, le pouvoir judiciaire, pour l'instant personne n'a réussi à le corrompre, et le pouvoir de mener une enquête, le pouvoir d'investigation qui est aujourd'hui entre les mains de Senritsu. Enfin entre les mains, on verra bien. Une fois que tu as compris ce bloc qui est hyper intéressant, tu dois comprendre un autre bloc de narration qui a été fait par Togashi et qui est hyper important si tu veux un petit peu naviguer dans cette guerre de succession. Tu es le lecteur. Tu es le lecteur et tu es omniscient. Tu vois tout ce qui se passe dans les 14 salles. Et c'est pas le cas des personnages. Tu le sais. Tu as lu déjà des œuvres et ce traitement de l'omniscience par le lecteur, tu as l'habitude de l'avoir. Mais pour la première fois dans un manga et dans une œuvre, tu vas avoir des personnages qui vont émettre des hypothèses. Ça, tu l'as dans plein de mangas. Ce qui est incroyable dans Hunter x Hunter, c'est que tu vas avoir des personnages qui font des hypothèses qui sont fausses. Tu l'as aujourd'hui pour le personnage de Senritsu, mais c'est pas la première fois dans la guerre de succession que l'auteur dessine ses personnages en train d'avoir des fausses théories. Je te conseille vivement, pour comprendre un petit peu à quel point c'est puissant, de relire les chapitres 388 et 389 où tu vois différents personnages faire des fausses théories.
tu vas avoir des gardes de Benjamin qui sont dans la chambre de Luzuru, qui vont essayer d'interpréter le suicide d'un autre garde de Benjamin qui s'est fait manipuler par la technique d'Haruken Burugu. Tu vas avoir Kacho, le Hunter, qui apparaît aussi dans ce chapitre, qui va réfléchir à une fausse théorie concernant lui aussi le garde de Benjamin qui s'est suicidé devant la porte de Luzuru. Tu vas avoir tout un chapitre où des personnages vont faire des théories et des théories fausses. Tu vas avoir le personnage de Ryan, qui est un des gardes de Benjamin, qui ne va pas comprendre son affectation dans la chambre de Tsubeppa et qui va faire une théorie sur les stratégies de Bazu, le premier garde de Benjamin, sur son affectation. Et la page d'après, tu as la réelle stratégie de Bazu qui montre que la stratégie et la théorie de Ryan est fausse. Dans Hunter x Hunter, tu as des pages entières d'écriture, dont une qui est hyper connue, sur des théories de personnages qui sont fausses. Et c'est ce qui ancre le manga dans la réalité, le fait est que les personnages puissent se tromper. Et que ça n'ait pas de conséquences parce que c'est uniquement des pensées, c'est uniquement des théories. Et c'est un des mangas où tu as le plus de personnages qui parlent dans leur tête avec des bulles sur leurs intentions ou sur le fait qu'ils ne se croient pas entre eux. Donc ne prends jamais pour argent comptant les dires des personnages de Hunter x Hunter. Mis à part Kurapika, qui pour l'instant, je crois, dans toutes ces théories, n'a fait aucune erreur. Mis à part Kurapika, ils font tous des erreurs. Et aujourd'hui, tu vas avoir un personnage bon, Senritsu, qui va faire une erreur et qui va aller même jusqu'à réfléchir à l'assassinat d'un prince. Et ça, c'est hyper important de voir un personnage pur qui fait une erreur, qui s'allie à d'autres personnages dont il ne devrait pas, puisque le service de renseignement ne devrait pas prendre parti dans cette guerre de succession, et tu vas voir petit à petit l'explosion que ça va mener. Mais pour bien la comprendre, tu dois savoir que Senritsu part d'une erreur. Et on va en parler pendant cette vidéo. Maintenant que tu as ces deux éléments, tu vas pouvoir comprendre et la théorie que je vais te dire en fin de vidéo, et la théorie sur la guerre de succession, et la théorie sur la fuite de Kurapika. Mais tu dois absolument maîtriser ces deux éléments si tu veux jouir de l'écriture de Yoshiro Togashi. Si on arrive maintenant sur le chapitre, il y a des choses intéressantes, et tu vas voir que tu vas rebondir sur les deux clés de lecture que je t'ai données. Déjà, tu as Shorai, le troisième prince, qui dit que, normalement, s'il reste à la fin Tsubeppa, Korai et Wafuru, Tsubeppa et Wafuru vont abandonner. C'est absolument faux, puisque Tsubeppa, quand il veut s'associer avec Tserednich, il lui dit qu'il ne supporte pas les trois premiers princes. Donc Shorai est en train de faire une théorie qui est fausse, et ça commence directement comme ça. Tu peux le lire, et tu apprécies un petit peu de lire une théorie fausse, si tu sais un petit peu la manière dont l'auteur a rédigé son œuvre, et c'est pour ça que je vous ai fait ces deux points importants en début de vidéo. Tu vois également Shorai qui se rend compte que si jamais il garde une pièce, elle n'évolue pas, alors que quand c'est un garde de Benjamin qui l'a, eh bien elle change de valeur, elle est passée de 1 à 10, chose que tu devrais savoir, mais moi je te le dis parce que j'ai lu, je sais pas, 5-6 fois cet arc fou. Tu as à la suite Tsubeppa qui lui aussi va faire une fausse théorie parce qu'il va croire que si Tserednich ne s'est pas pointé à la cérémonie, c'est parce qu'il ne compte pas s'allier avec lui, alors que c'est faux. Tserednich, s'il ne s'est pas allié, si Tserednich ne s'est pas pointé à la cérémonie, c'est uniquement parce qu'il est concentré sur le nen et qu'il a oublié tout le reste. C'est un geek, hein, c'est un hard worker, il est vraiment que sur le nen. Donc là, dès la première page d'Hunter x Hunter, tu vois deux théories qui sont fausses. Et tu vas en avoir plein, c'est pas grave. Je vais tous te les indiquer, mais c'est pour qu'à partir de là, quand tu lis un chapitre, tu saches que tu peux être piégé. Et d'ailleurs, l'auteur nous l'a dit dès le début du manga, si tu regardes la scène du cafard. La scène du cafard, c'est une scène où Kurapika doit montrer à des gens qui ne connaissent pas le nen que le nen existe, tout en cachant aux personnes dans la salle qui connaissent le nen qu'il a une faculté qui permet de manipuler un insecte. Et d'autant plus que c'est la reine qui l'a. Donc il va demander à Bill de faire des gestes de la main. La reine doit comprendre qu'elle doit envoyer directement son nen sur le cafard pour d'une part prouver aux gens qui ne connaissent pas le nen que le nen existe, je suis capable de contrôler un cafard au son de ma voix, et d'autre part en cachant à ceux qui maîtrisent le nen
que entre lui et Bill, il y a une faculté de Nen qui permet de manipuler un insecte. Et l'auteur nous montre qu'en mélangeant le faux et le vrai, tu arrivais à semer le doute, et c'est exactement ce que fait Yoshiro Togashi dans ce chapitre 400 de Hunter x Hunter, mais dans l'intégralité de la guerre de succession, tiens-le toi pour dit. L'autre élément qu'on a, et que beaucoup de personnes n'ont pas compris sur Twitter, c'est Bazou. Bazou qui est le premier garde de Benjamin, c'est sa matière grise, c'est lui qui établit sa stratégie, c'est lui qui place l'intégralité des gardes de la milice de Benjamin, selon leur naine, dans les chambres correspondantes où le naine des gardes serait le plus efficace. Et tu le vois en train de manipuler du poison pour attaquer Haruken Burugu, le 9e prince. Et beaucoup me disent comment est-ce qu'il va rentrer dans la pièce pour pouvoir empoisonner le 9e prince. Ce que vous avez sans doute oublié, c'est que le 9e prince a été arrêté à la demande de Benjamin, arrêté par le service d'information, ce même service d'information qui mène des enquêtes, et qui est aujourd'hui aux ordres de Senritsu. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir qu'il y a une faille dans les 3 pouvoirs que je vous ai expliqué en début de vidéo. Pourquoi est-ce que Haruken Burugu a été enfermé? Parce qu'en découvrant son pouvoir, il a fait différents tests. Son pouvoir, c'est de matérialiser un arc si et seulement si il est entouré de sa garde. Avec cet arc, il peut envoyer une flèche imparable qui va manipuler la cible en échange d'un esprit d'un de ses gardes. L'esprit va être directement téléporté dans la tête de la cible. Et l'ordre qu'il va donner à cette cible, Haruken Burugu, c'est de se suicider devant la porte du 7e prince, qui a foutu un bordel monumental. Des théories de tous les côtés qui sont fausses, et une réaction de la part du premier prince. Ce que tu dois savoir, c'est que Haruken Burugu, avant de faire tout ça, il a expliqué sur un tableau une stratégie pour gagner la guerre de succession. Et nous, auteurs omniscients, on n'a pas cette information. On ne voit que la stratégie du premier prince, qui, en voyant l'explosion de Nen, se dit que le prince le plus dangereux de cette guerre de succession, c'est le 9e prince, Haruken Burugu. Et donc, la stratégie de Bazou, qui est un fin stratège, c'est de mener une enquête contre Haruken Burugu, parce que si tu le mènes en enquête, tu es obligé de l'isoler, et si tu l'isoles, il ne sera plus entouré de ses gardes, qui est une très bonne théorie de Bazou, qui dit, attends, un naine si puissant ne peut pas être réalisé à partir d'un seul homme, il doit très certainement avoir besoin de ses gardes, donc on va le séparer de ses gardes, et le tuer pendant le jugement. On va avoir, donc, pour la première fois dans cette guerre de succession, une action dans la salle de tribunal. On en avait déjà une avec Camélia, qui a directement essayé de se suicider chez Benjamin. Benjamin l'a arrêté, ils ont été jugés et on n'a pas donné suite. Je crois que Camélia a été enfermée quelques jours, puis elle a été directement libérée. Là, on a une stratégie pendant ce jugement-là. Et donc, Bazou va essayer d'empoisonner Haruken Burugu. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Haruken Burugu est très certainement ici consciemment, puisqu'il a expliqué à sa garde qu'il avait un plan, et le suicide du premier garde de Benjamin devant la porte de l'Uzuru faisait très certainement partie de ce plan. C'est une des intrigues que j'attends le plus, et on va revenir en fin de vidéo sur le sujet de cette lettre, et notamment la lettre d'Haruken Burugu, qui paraît être la lettre la plus importante, puisqu'il y a le plus de vérité. Est-ce que Haruken Burugu va la lire avant de mourir et se faire tuer ? Est-ce qu'il va la lire et finalement il va réussir à s'en sortir, donc il aura un secret de ouf. Mais s'il s'en sort, il y a de très fortes chances que Bazou se fasse ou manipuler ou tuer. S'il se fait manipuler, c'est la fin. Si tu vois la confiance qu'a Benjamin envers son premier garde, si le premier garde est manipulé par Haruken Burugu, Benjamin est fini. Et je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Haruken Burugu va survivre et il va placer un espion dans le centre névralgique de la garde de Benjamin. Attention les frérots, vous n'êtes pas prêts. C'est très certainement l'intrigue la plus intéressante sur le Black Whale. Hier soir, j'ai échangé avec Yolix sur Twitter. On a une petite info supplémentaire concernant les dires de Kaiser et de Senritsu. Ils disent dans cette case
qu'il y a eu une détonation hier soir juste au-dessus du ministère de la Justice et que depuis, Hülkenberg s'est évanoui. Et c'est exactement le concept de sa technique. Je pense que ces gardes se sont réunis dans la salle au-dessus de la détention d'Hülkenberg et qu'ils ont réussi à extraire son esprit en tirant une flèche. Hülkenberg a donc un esprit dans un autre corps et son corps est très certainement abrité par l'esprit d'un garde. Donc s'il est tué dans les prochains chapitres, il faudra se dire que c'est pas l'esprit du 9e prince qui est mort, mais uniquement son corps. On fait le tour des princes et on a ce fameux Tserenich qui s'entraîne au niveau des 10 secondes. Au début, je pensais que c'était 10 secondes au niveau de la course à pied, mais il semble que ça puisse être 10 secondes pour l'activation de son Zetsu. Il avait dit qu'il voulait s'entraîner pour enclencher et déclencher son Zetsu le plus rapidement possible pour pouvoir un petit peu optimiser cette faculté qu'il a de pouvoir observer l'avenir et finalement changer le temps présent, qui est un des nains les plus puissants en soi. Mais le garde de Tserenich met le doigt sur quelque chose que j'avais pas analysé plus que ça. Tserenich a une anomalie dans le naine. Il est capable de matérialiser un naine pendant un état parfait de Zetsu. Et le Zetsu, par définition, c'est couper tous ses pores pour ne créer, pour ne véhiculer aucun naine. Donc comment est-ce qu'il peut avoir un naine alors qu'il est en Zetsu? C'est une grande question et ça va faire partie de la théorie dont je vais vous parler en fin de vidéo, puisque cette anomalie va peut-être en amener d'autres. Et je n'ai pas envie de spoil ma propre vidéo, mais j'ai noté une suite d'anomalies qui pourraient poser problème dans la guerre de succession. Il faut que vous compreniez bien tous les éléments pour qu'on puisse librement en parler en fin de vidéo. Ce qui est aussi intéressant sur Tserenich, c'est que son garde dit qu'il maîtrise le Zetsu depuis la naissance. Et rappelez-vous, la semaine dernière, sur le chapitre de Beyond Netero, on nous explique qu'il a contaminé ses propres enfants, qui sont capables d'utiliser le Nen depuis leur naissance, mais pour leur survie, ils sont capables aussi d'utiliser le Ten et le Zetsu pour pas mourir d'épuisement. Donc on a presque une révélation nous disant que le garde de Tserenich est un des enfants maudits de Beyond Netero. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est une théorie, mais ça n'a pas été dit clairement, mais on peut penser que oui. Donc, il y aurait l'identité d'un des deuxièmes enfants parmi les 10 enfants maudits. Et c'est très marrant parce que dans les premiers chapitres, Theta le traitait d'abruti parce qu'elle disait qu'elle était la seule à avoir l'intelligence nécessaire pour freiner le développement de Tserenich concernant l'apprentissage du naine, parce que Theta veut pas que Tserenich apprenne le naine parce que sinon ça va être un véritable bordel tellement il est maléfique. Et ce garde-là, il avait l'air un peu con-con et de ne pas comprendre les enjeux, alors qu'il est lui-même une bombe à retardement pour un des princes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper ironique. Autre chose que j'avais noté déjà dans ma vidéo spoiler de mardi, c'est l'évolution de la technologie d'Hunter x Hunter. Aujourd'hui, on voit Tserenich tenir un téléphone qui ressemble à un iPhone, alors qu'à la première apparition de Tserenich, lorsqu'il prend en photo un de ses gardes qui est en train de tatouer une meuf, il le fait avec un iPhone qui ressemble au tout premier téléphone tactile qu'on avait hyper moche Motorola à cette époque. C'est là qu'on voit que le manga a évolué, notamment au niveau graphique, mais au niveau de la technologie, Togashi a mis tellement d'hiatus, tellement de temps avant d'écrire son chapitre que la technologie a évolué et un même personnage qui tient un téléphone a un objet technologique de 2 designs complètement différents, ce qui est assez ouf. Le centre du chapitre se concentre sur le personnage de Serenitsu et sa relation particulière avec Fugetsu qui est empoisonné et Kacho qui est actuellement une bête de naine. Kacho est morte. Ce que tu vois, c'est la bête de naine de Kacho qui s'est transformée en Kacho pour protéger Fugetsu. On part d'un constat simple. Fugetsu est malade. Il a un naine qui le hante. Il y a la théorie de Senretsu et il y a mes théories. On va commencer par mes théories. J'ai 3 théories sur des personnes qui probablement ont fait subir cet état à Fugetsu. Le premier, ce sont les gardes de Camellia. Les gardes de Camellia, ce qu'on appelle les intouchables, ont un pouvoir assez spécifique dû au fait qu'ils ont été rejetés par la société. C'est un peuple qui nourrit de la rancœur envers la race humaine et ça s'est matérialisé dans leur naine. Ils sont capables, s'ils visualisent la photo de leur cible, de la maudire. Plus tu gardes la photo sur toi et plus tu la maudis pendant des années,
plus le jour où tu te retrouves face à elle, tu peux lui jeter un sort. Je pense, une de mes théories, c'est que un des gardes de Camélia a jeté un sort sur Fugetsu. Il y a d'ailleurs des paroles dans ce texte, dans le manga. Ma deuxième théorie, c'est que Fugetsu a touché de près les règles de Nen. Au début du manga, au début de la vidéo, je vous ai parlé des règles humaines sur la guerre de succession, les militaires, l'information et la justice, qui sont là pour faire en sorte que l'assassinat soit puni par la loi, mais tu as également des règles de Nen. La guerre de succession s'est construite sur 14 bêtes de Nen qui ont été délivrées pour protéger les princes qui ont l'obligation de participer à cette guerre de succession. Fugetsu et Kacho ont essayé de partir du Black Whale et il y a des mains démoniaques qui les ont directement ramenés sur le bateau. C'est peut-être au contact de ces mains démoniaques que Fugetsu est tombé malade, puisqu'il n'a plus la volonté un petit peu de se battre pour cette guerre de succession. Alors le Nen surpuissant qui les empêche de sortir du Black Whale, très certainement a attaqué Fugetsu. En gros, tu ne veux plus être prince, tu ne sers plus à rien, je vais te tuer. C'est ma deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, et là on l'a appris depuis le chapitre 401, il y a des enfants maudits de Beyond Netero qui sont capables à leur mort de déclencher un Nen qui pourrait tuer en quelques heures un prince. C'est peut-être cet effet-là, bien qu'on nous dise qu'on attend d'un effet bien plus puissant que ces espèces de petits fantômes qui semblent pouvoir ronger Fugetsu. Ça, c'est mes trois hypothèses. Et encore, je suis un lecteur omniscient. Mais Senretsu a ses propres hypothèses. Et il se trompe. C'est pour ça que j'ai passé le début de la vidéo à vous expliquer que dans Hunter x Hunter, tu pouvais te tromper. Les personnages, et je vous réinvite à lire le chapitre 388 et 389, se trompent. Dans le dernier chapitre de la fournée précédente, Senretsu pensait, et Senretsu en ce moment, il est isolé par l'organe informatif de la guerre de succession. Il y en a trois, hein. Il y a les militaires, la justice et ceux qui mènent les enquêtes, ceux qui gèrent l'information. Il est isolé pour être protégé, il est isolé pour être interrogé selon la tentative de fuite de Fugetsu et Kacho, mais la personne, Kaiser, qui est à la tête de ce service, l'isole pour protéger Senretsu. Il le protège parce qu'il semble être amoureux de lui. Mais Senretsu se méfie un petit peu du comportement de Kaiser parce qu'il trouve que ses battements de cœur ne correspondent pas à ses dires. On ne peut pas dire qu'il a été manipulé, ou en tout cas il n'y a pas de trace de Nen et de manipulation selon les battements de son cœur, mais il ne comprend pas l'amour, l'affection que Kaiser a envers lui. Et Kaiser a un amour et une affection telle qui déroge à sa règle de neutralité. Normalement il doit être neutre, c'est un organe qui sert à mener des enquêtes. Il ne doit pas aider ni un prince, ni un garde, ni une reine. Et il y a une faille humaine, c'est que Kaiser semble être amoureux de Senretsu et donc va l'aider. Jusqu'ici en le protégeant et en l'isolant, mais il va aller beaucoup plus loin dans ce chapitre. Il va aller beaucoup trop loin. Cet organe, qui normalement doit être autonome, va être en train de pulvériser cette guerre de succession. Et ça, vous devez être au courant de cette dinguerie qui est en train d'arriver, mais aussi une dinguerie qui est très réelle. Dans Hunter x Hunter, je fais une petite parenthèse, ce qui m'intéresse le plus, c'est que on est vraiment, même si c'est une histoire qui n'a rien à voir avec notre monde, l'humain est décrit avec une précision, notamment dans ses défauts, et l'impact de ces défauts. L'impact de cette lâcheté, l'impact de cette prudence. Le fait même que des personnages d'Hunter x Hunter cachent leur naine parce que ça pourrait donner un avantage trop grand que de dire son pouvoir aux autres, c'est quelque chose que tu ne lis dans aucune œuvre. Dans toutes les œuvres où tu as des pouvoirs parallèles ou paranormaux, les mecs s'empressent de le dire. Superman, Batman, Naruto, ils veulent tous montrer leur puissance, montrer leurs attaques, ils nomment leurs attaques. Il n'y a que dans Hunter x Hunter où il y a des gens, ils préfèrent perdre que montrer leur technique. Il y a des gens, ils préfèrent mentir que montrer sa technique. Passer pour des faibles que montrer sa technique. Et ça, c'est un trait humain, une prudence humaine qui correspond à la perfection à notre monde. Aujourd'hui, dans ceux qui réussissent, c'est les gens qui ne parlent pas, qui travaillent sur leurs projets, qui n'ouvrent pas leur gueule, qui cachent leurs intentions, qui cachent leur argent, qui cachent leur stratégie. Quand tu veux devenir manager, quand tu t'entraînes pour le sport, quand tu t'entraînes pour jouer au foot, tu veux pas montrer un petit peu tes techniques.
sauf en dernier recours. Et je trouve ça hyper intéressant dans Hunter x Hunter. Et là, une autre des failles, c'est que une instance telle que les renseignements, qui sont là, qui doit être autonome, qui ne doit pas prendre parti dans cette guerre de succession, finalement des sentiments humains tels que l'amour, font qu'une personne haut gradée va un petit peu aider malgré elle des gens qui sont dans la guerre de succession. Et on n'a que ça. On a des organes politiques, on a des organes de justice qui normalement devraient être infaillibles dans notre monde. Mais comme c'est l'homme qui est au centre des organisations, il y a des failles. Et je trouve ça hyper intéressant de le développer de la sorte dans Hunter x Hunter. Où c'est pas seulement le naine qui est compliqué dans cette guerre de succession. Ce qui est compliqué, c'est l'homme. Et là, on a un organe qui devait être neutre, qu'il ne l'est pas. Qui protège Senretsu en le mettant directement en quarantaine. Senretsu qui fait des erreurs de théorie, puisqu'il va croire dans la dernière fournée qu'en fait, Fugetsu est une monnaie d'échange. Il en est rien. En tant qu'auteur, on n'a jamais entendu parler d'un prince qui a empoisonné Fugetsu pour obtenir quelque chose de Senretsu. Les princes s'intéressent à Senretsu pour une unique raison, c'est sa capacité à jouer de la flûte. Et ça, Senretsu ne s'en rend même pas compte. Mais sa nouvelle hypothèse aujourd'hui qui est complètement folle, c'est que Luzuru aurait empoisonné Fugetsu. Pourquoi ? Parce qu'elle a une trace dans le dos, que Kacho va lui dire, mais frérot, c'est ouf, que comme Luzuru, il fait des trafics de mafia en ce qui concerne la drogue, et que Senretsu a juste dit « Oh, on dirait qu'elle est addictive », elle va directement accuser Luzuru. Et suite à cette accusation, ils vont vouloir enlever Luzuru. Et ils sont aidés par un organe judiciaire qui va leur ouvrir les portes des différents princes pour établir cette stratégie. Donc, tu as une erreur de Fugetsu qui est portée par un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir, je parle du pouvoir judiciaire, qui va foutre un bordel pas croyable dans cette guerre de succession. Et ça, il n'y avait aucun moyen de le deviner, mis à part en te disant que, malgré toute cette guerre de succession, que ça soit un manga, qu'il y ait des pouvoirs, qu'il y ait du nen, etc., toutes ces choses qui n'existent pas, au centre, c'est l'homme. Et l'homme fait des conneries. Et c'est ça que j'ai trouvé énorme dans ce chapitre. Et je me le devais de te le partager. Mais c'est pas aussi simple. Parce que même si Kaiser fait mine d'aider Senretsu, je ne comprends pas pourquoi il va au-delà de sa position et pourquoi il livre ses secrets. Il y a deux théories. Est-ce que les secrets sont vrais ? Est-ce que les secrets sont faux ? J'ai envie de te dire qu'ils sont vrais, puisqu'il a la capacité d'avoir des renseignements sur chacun des princes, puisqu'il fait partie d'un corps qui normalement devrait être indépendant et qui se renseigne sur l'intégralité des princes. Jusqu'à là, c'est logique. Mais pourquoi est-ce qu'il irait aussi loin dans la guerre de succession uniquement pour Senretsu? Est-ce qu'il manipule pas Senretsu? Est-ce que Senretsu n'a pas raison de se méfier de Kaiser? C'est incroyable de se dire qu'on est complètement perdu en tant que lecteur. Omniscient, et que finalement les personnages se trompent tellement qu'on peut même pas leur faire confiance. Mais en tout cas, il met son plan à exécution face à deux personnes qui sont pour moi bêtes, autant Senretsu que Kacho, mais ils le font. Et même si dans les spoilers, je vais trouver ça un peu simple, que sur juste le fait est que avant de mourir, Kacho ait écrit des lettres à ses frères et sœurs, on puisse comme ça se balader librement dans la pièce, dans les chambres des 14 princes. J'ai trouvé ça complètement débile, mais quand tu vois un petit peu le pouvoir qu'a cet organe d'enquête judiciaire entre les mains de Kaiser, tu te dis que c'est possible, surtout qu'il arrive à lever toutes les barrières. Les gardes de Benjamin ne veulent pas que la rencontre se fasse. Mais lui, il dit que je suis légitime pour vous dire que cette lettre n'est ni empoisonnée, ni un piège, et qu'elle doit être mise en main propre à Benjamin pour garder un petit peu cette légitimité de l'information qu'elle détient. Ça montre à quel point tout le monde a confiance en cet organe indépendant judiciaire. Tout le monde a confiance. Tu lèves toutes les barrières, mieux que le Nen, mieux que les stratégies, mieux que Kurapika. Et c'est ouf de se dire que putain, il y a une faille énorme dans cette guerre de succession suite à ça, et il ouvre toutes les portes. On commence par Benjamin, qui forcément est très perturbé par la lettre qu'il contient, parce qu'on sait qu'un des éléments, et on va en parler en fin de vidéo, c'est un secret sur Benjamin. On sait, et il est très intelligent Kaiser, il l'a fait parce que Bazou s'occupe
d'aller empoisonner Haruken Burugu pendant la justice. Je vous ai expliqué un petit peu les tenants et aboutissants du clash entre les deux, et qui va très certainement se faire manipuler par Haruken Burugu. Je le vois gros comme une maison, même si celui-ci n'a pas sa garde, et qui peut pas faire sa flèche. Mais Benjamin est une faille aussi s'il n'y a pas son premier. Et il a livré... Il y a un échange, ouais, est-ce que tu as retrouvé mon garde? Non, est-ce que tu veux que je fouille toutes les salles? Parce qu'il peut fouiller toutes les salles Kaiser. Benjamin, il a dit non, c'est trop tôt pour lancer la loi martiale. Et l'autre, il a deviné, ok, donc tu connais précisément les règles, c'est-à-dire que la nation soit mise en danger pour utiliser la loi martiale. Donc Benjamin va utiliser la loi martiale et Kaiser l'a su. En une fraction de seconde, avec une information qui a déstabilisé Benjamin, Kaiser a réussi à lire en lui. Ce qui est un truc de ouf. Ça continue sur l'Uzuru, qui est le deuxième prince. Ils veulent aussi rentrer dans toutes les pièces pour pouvoir enlever l'Uzuru, en fait. L'enlever, le mettre dans un cachot, dans un bateau de sauvetage. Mais si tu le mets dans un bateau de sauvetage, tu vas avoir les mêmes mains qui vont le tuer, comme elles ont tué Kacho. Et en plus, ils se sont dit, en termes d'alibi, il doit très certainement avoir des drogues dans le sang, donc on sera couvert. Enfin, ils sont en train de fomenter un meurtre, c'est ce qui est ouf. Ils sont rentrés billes en tête dans la guerre de succession, sans le vouloir. Sans vouloir accéder au trône. Juste parce qu'ils se disent, sur une vieille théorie, que l'Uzuru a pu tuer... ce qui est ouf. Celui-ci se méfie, on arrive à voir qu'il a lui une théorie qui est très intéressante, il trouve ça bizarre. Que Kacho, qui aime profondément sa sœur, prenne le temps avant de mourir, d'écrire des lettres, qui sont des véritables bombes à retardement, notamment sur le quatrième prince. Et c'est là que tu commences à comprendre que, ouais, Kaiser a utilisé la détresse de Senritsu et de Kacho et leur bêtise de vouloir tuer l'Uzuru pour s'infiltrer avec Kacho dans n'importe laquelle des pièces et créer un chemin. Ce qui veut dire qu'il sera capable, Kaiser, à partir de la chambre de Fugetsu, le 11e prince, aller dans n'importe quelle chambre. Et il a assez d'ascendant psychologique là sur Senritsu et sur Kacho pour retrouver n'importe quelle combine tant qu'ils peuvent sauver Fugetsu. Je suis quasiment persuadé, là en vous parlant, c'est du direct, je ne l'ai pas écrit, hein, que c'est Kaiser qui est à l'origine de l'empoisonnement de Fugetsu. On verra si j'ai raison. La dernière partie est très certainement la plus intéressante. Je vais vous révéler un petit peu les deux théories que j'avais envie de vous dire. Et qui sont d'autant plus intéressantes. Ils vont s'allier à Kurapika, qui est pour moi une facilité scénaristique, et qui montre peut-être que l'auteur est en train d'un peu de se presser pour finir cette guerre de succession. Parce qu'avec l'intelligence de Kurapika, l'information de Kaiser, et la technique de Fugetsu, tu peux pratiquement tout faire dans cette guerre de succession. Tu peux tout faire dans cette guerre de succession. Et t'as des informations qui sont complètement ouf. Et qui peuvent faire abdiquer ou se faire suicider les princes. Il y a 3 secrets. On va en parler. Un secret sur Benjamin, les crimes de Tserenich et la naissance d'Haruken Burugu. Quand tu parles de la naissance d'Haruken Burugu, je vais en parler par la suite parce que ça va faire partie d'une des grosses théories que j'ai sur les 14 princes de succession. Mais avant ça, on va parler des stratégies de Kurapika. Kurapika a une stratégie défensive, la stratégie du statu quo. Il va apprendre le nen au maximum de personnes parce que, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, le monde d'Hunter x Hunter étant très accroché au réel, le nen amène de la méfiance et donc le nen amène un statu quo. Si tu sais que les autres personnes possèdent le nen, c'est une force de dissuasion tellement puissante que ça t'empêche d'agir. Le nen, c'est une arme atomique au niveau humain. Je m'en fous quel est ton type de nen. Le risque est trop grand de se battre, parce que même si je gagne, quelqu'un peut voir le nen que j'ai, et ça sera préjudiciable pour moi tout au long de ma vie, parce qu'on ne peut pas changer de nen. Donc, Kurapika installe un statu quo. Mais c'est qu'une stratégie de défense. Kurapika a pour stratégie principale de faire sortir la reine de cette guerre de succession. Il ne veut pas la gagner, il veut faire sortir la reine. Chose qu'il va pouvoir faire dès qu'il va être en contact avec Senritsu et Fugetsu, parce que Fugetsu peut faire un tunnel que dans les pièces qu'il a visitées, mais Fugetsu a fait un tunnel pour aller directement au 2e ou au 3e étage.
Quand Misaï Storm l'a retrouvé, il était parmi le peuple. Donc si Kurapika veut sortir de la guerre de succession, s'il sait qu'il a le moyen de le faire à travers le nen de Fugetsu, la première chose qu'il doit faire, c'est faire sortir la reine directement du premier étage. Et ça, il va être capable de le faire. Secondo, sa deuxième stratégie Kurapika, c'est d'approcher ce putain de Tserednich. Tserednich, il veut rencontrer Senritsu. Pourquoi Senritsu veut pas le rencontrer? C'était l'ordre que t'a donné Kurapika au début de l'arc. Il t'a dit, fais en sorte que je rencontre Tserednich. Mais encore une fois, l'homme étant l'homme, Senritsu, il est parti bien en tête sur autre chose, c'est protéger les deux sœurs. Frérot, c'est pas ton taf. Is not your job. Putain, fais de la flûte, va voir Tserednich, on aurait déjà fini là. Donc Kurapika, c'est quasi la fin de la guerre de succession. Kurapika a entre les mains la capacité de rencontrer Tserednich en un clin d'œil, la capacité de faire sortir la reine. Fin du game. Fin du jeu. Et je vais vous expliquer une autre chose. Mais d'abord, on va revenir sur ma grosse théorie, parce que si vous êtes resté jusqu'à là et que vous avez compris tout ça, il faut absolument que je vous parle de ma théorie sur les 14 princes de Kakin. On reprend toutes les règles qui nous ont été données par Nasubi Wakoro en ce qui concerne la guerre de succession. Il nous parle de sa création historique. À la base, l'état de Kakin est un tout petit état qui a réussi à consolider sa puissance et à s'agrandir alors qu'il était entouré par des pays beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants grâce au rite de la jarre. Le rite de la jarre qui a été créé par le premier roi de Kakin. Ce qui fait que le rite de la jarre a pour but de rassembler, a pour but de conserver une cohésion. Donc, et ça a été dit par Wakoro, Nasubi. Et en plus, ça donne 14 bêtes de net qui protègent les princes. Pourquoi protéger les princes pendant cette guerre de succession? La théorie que j'ai, et qui vient du chapitre 401, c'est que sciemment, Nasubi permet à ce que des opposants politiques participent à cette guerre de succession en enfantant ces 8 reines. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants. Sinon, frérot, tu ferais 4-5 enfants. Pourquoi est-ce que tu en fais avec 8 reines différentes? Parce que tu permets l'intrusion de tes opposants politiques à cette guerre de succession, ce qui est très certainement une condition de Nen, pour pouvoir unifier le pays de Kakin et qu'il n'y ait pas de renversement. Parce que si tu regardes Shorai, il a pratiquement avoué dans le chapitre 389 qu'il est en fait le fils du patron de la mafia. Donc même si les 3 mafias sont comités au royaume de Kakin, c'est parce qu'à chaque génération, elles ont la possibilité d'envoyer un de leurs fils à la guerre de succession. Si tu regardes le Zuru, il ressemble trait pour trait aussi au chef de sa mafia. Donc les mafias de Kakin s'entendent et n'essayent pas de destituer le roi de Kakin parce qu'à chaque génération, elles ont la possibilité, le chef de chaque mafia, d'enfanter une femme légitime du roi en place pour que son enfant participe à la guerre de succession. Et Beyond a profité de cette règle un petit peu cachée pour lui aussi mettre un de ses enfants dans cette guerre de succession. Et c'est pour ça qu'il y a une bête de naine. Parce que la bête de naine protège un enfant extérieur pour que la guerre de succession se passe selon les règles, soit celles que j'ai dit en début de vidéo, il est interdit de tuer. Donc, tu dois être suffisamment malin pour contourner cette interdiction, tuer l'intégralité de tes frères et sœurs et devenir légalement le roi de Kakin. Mais tu laisses quand même une chance à tous tes opposants pour éviter une guerre, pour éviter qu'ils se rebellent. On a parlé même de rébellion silencieuse dans le royaume de Kakin. C'est parce qu'on te permet, une fois par génération, de prendre le pouvoir. C'est pas un pouvoir dictatorial, tu le prends pas par la force. C'est pas un pouvoir démocratique, c'est pas par les urnes, c'est par la guerre de succession. Et donc, le pays de Kakin n'a fait que de s'agrandir, parce qu'il permet à n'importe quel opposant de participer à la guerre de succession, moyennant d'être assez malin pour enfanter discrètement une des reines. Mais je trouve que c'est ce qui rend crédible les conditions de cette guerre de succession, parce que sinon Nasubi est capable de créer 14 bêtes de naine, mais pourquoi? C'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est que tu mets ta lignée en jeu. Et je trouve que c'est une contrepartie de ouf, en plus du sacrifice des 200 passagers. Et ça expliquerait la paix qui règne sur Kakin.
que les mafias s'entendent avec les princes et qu'en fait personne se rebelle, mis à part Morena. Et donc tu te demandes, quid de Tseretnich? Et moi je me dis, il y a une ressemblance frappante avec Netero. Beyond a un enfant, et c'est plus ou moins dit que c'est Arukenberg. Enfin, il y a un secret sur la naissance d'Arukenberg, donc où Arukenberg est lui aussi l'enfant d'un autre opposant politique au royaume de Kakin qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, ça légitime un petit peu ma théorie que, en fait, cette guerre de succession, c'est une invitation à tous les opposants politiques de tirer une chance. Voilà, sur la prochaine guerre de succession, ton enfant, que moi je vais rendre légal, ton enfant légal, aura sa chance. Donc voilà, viens pas me faire la guerre, frérot, t'auras ta chance, tu vois. Et donc, Arukenberg n'est pas forcément le fils de Beyond, mais le fils d'un autre opposant politique. Ou alors, c'est directement le fils de Beyond. Beyond a pu avoir plusieurs enfants parce qu'il n'est pas dit que tu peux pas tenter plusieurs fois. Du moment que t'es assez discret pour le faire, bah pourquoi pas. Et on est vraiment dans une... C'est vraiment une guerre de discrétion, la guerre des 14 princes. Donc ça m'étonnerait pas que bien avant, d'autres se soient préparés de la même manière que Beyond Netero. Mais... il y a un autre joueur qui est mort et qui a très certainement voulu jouer à cette partie, bah c'est peut-être Netero, Isaac lui-même, qui a enfanté une des reines, la deuxième d'Uaru, pour créer Tseretnich et jouer à cette guerre de succession. Ce que je veux dire, c'est que Tseretnich, c'est peut-être pas le fils de Beyond Netero, c'est peut-être son frère. Et c'est peut-être le fils de Netero lui-même, qui a essayé de mettre des bâtons dans la roue post-mortem à son fils. Ces deux fils qui sont hyper stratégiques. Ils ont mené leur plan depuis je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, il est dit que lorsqu'on identifie que le singe est le traître du Zodiac, que Beyond Netero a préparé son plan côté Zodiac depuis 50 ans. Il l'a préparé depuis 30 ans côté guerre de succession, mais depuis 50 ans côté Hunter. Ils ont donc dit, quand Mizrahi Storm et Kurapika parlent, que tous les membres du Zodiac sont potentiellement des traîtres. Même le plus vieux d'entre eux, Batosai, là, le dragon, parce que ça fait 50 ans qu'il prépare son plan Beyond Netero. Donc si Beyond Netero prépare son plan depuis 50 ans, qu'il a enfanté quelqu'un pour la guerre de succession, qu'il a mis un traître également dans le Zodiac, on peut imaginer que Netero, avant de mourir pendant 50 ans, a lui aussi préparé sa stratégie. Parce que eux deux restent immobiles. Autant Isaac Netero parce qu'il est mort, Beyond Netero il est dans sa cabine. Donc en fait, toute la préparation s'est faite dans les... entre 30 et 50 dernières années. Donc il n'est pas impossible que Netero ait enfanté la deuxième reine pour créer Tseretnich, pour lui aussi placer une carte dans la guerre de succession pour casser les couilles à son fils Beyond Netero. Faut comprendre un peu tout ça. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. La dernière théorie que j'ai, la plus compliquée, mais si t'es arrivé jusqu'à là, je pense que ton cerveau est prêt. C'est, en ce qui concerne les règles de la guerre de succession, Kurapika se rend compte à un moment donné qu'il y a tellement de naines générées par cette guerre de succession qu'il y a forcément des conditions. Plus le naine est puissant, plus les conditions sont restrictives. Et là, juste avec une urne et une goutte de sang, tu donnes 14 bêtes de naines qui ont un pouvoir défensif assez impressionnant à 14 princes. Donc, il faut que les 14 princes aient une condition. Et Kurapika imagine que cette condition doit être que les 14 princes participent à cette guerre de succession. Autrement dit, si tu arrives à faire sortir un prince, une des conditions n'est plus respectée, parce qu'il manque un joueur. Et si une des conditions n'est pas respectée, peut-être que ça annulerait la guerre de succession et donc la création des 14 bêtes de naines. Donc, une des stratégies de Kurapika, c'est de faire sortir un prince. Chose qu'il va potentiellement pouvoir faire normalement avec le pouvoir qu'a accumulé Senritsu. Et qui devrait même pas. Ça me rend ouf. Mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres manières de faire péter la matrice. Quand tu regardes cette succession, il y a une suite d'anomalies. Si tu prends juste Camélia. Camélia a un naine post-mortem. Ce qui veut dire que si jamais Camélia est en finale et qu'elle meurt, tu vas introniser le vainqueur de la guerre de succession. Et si Camélia revient à la vie, il y a un bug. Comme un bug informatique, parce qu'il y a un autre prince qui va revenir à la vie. Donc ça peut créer une boucle. Et un problème dans le logiciel. Mais tu as un deuxième. Tseretnich peut modifier le temps. Donc si Tseretnich se met en Zetsu, meurt,
ou juste se met en Zetsu, que quelqu'un est intronisé pendant son Zetsu, et qui décide de modifier le futur, tu as une partie du temps où quelqu'un sera intronisé et qu'il ne l'est pas. Donc ces différents bugs, si tu les imbriques dans le bon sens ensemble, tu peux informatiquement péter cette guerre de succession, un peu comme dans Naruto, quand t'as Kabuto qui se bat contre Sasuke, dans la deuxième partie, après la mort d'Itachi, tu as le zombie Itachi qui vient, et qui enferme Kabuto dans une boucle temporelle. En fait, il lui met un genjutsu qui l'enferme dans une boucle. Et ben dans Hunter x Hunter, tu peux créer ce genre de boucle temporelle entre les différents nains post-mortem, les manipulations de la réalité qu'est capable de faire Tserenich et tous les pouvoirs qu'il y a forcément de moyen de trouver une formule qui fait que la guerre de succession pète parce que des gens reviennent à la vie ou parce qu'une personne qui est intronisée, eh bien, ne sera plus le dernier survivant. Parce que la règle, c'est que le dernier survivant soit intronisé. Mais en fait, là, on est en train de découvrir des règles qui pourraient péter ça. Donc est-ce que Kurapika, quand il aura toutes ces informations, va pouvoir se rendre compte qu'au final, en mettant bout à bout et en actionnant bout à bout différents naines, celui de Serenity, celui de Camellia et d'autres qui sont là, tu vas pas pouvoir faire péter les conditions d'appropriation des 14 bêtes de naines. C'est pas une théorie que j'ai finie, mais je me suis dit que ça serait la manière la plus intelligente de sortir de cette guerre de succession. Beaucoup plus intelligente que juste avoir Senritsu qui lui tombe tout frais payé avec toutes les techniques dans la poche. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la vidéo de Hunter x Hunter. Merci si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à commenter et à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo à tous tes potes s'ils galèrent un petit peu à comprendre la guerre de succession, à t'abonner si tu aimes ce genre de recherche et à relire, je t'invite, l'intégralité des tomes pour vérifier toutes les informations que je t'ai données parce que il faut faire attention. Voilà, passe une excellente journée et à la semaine prochaine. Maintenant, je vais faire le montage pour ce travail énorme. Allez, ciao, bye bye.